Oui, elle est en France depuis 2 semaines. Elle a été libérée après 4 ans de captivité. À son retour, elle a été applaudie à Sciences Po où elle reprend ses recherches. Farida Adelka est spécialiste du schisme et de l'Iran post-révolutionnaire. Alors, il faut se souvenir qu'elle avait été arrêtée en juin 2019 par les gardiens de la Révolution. Elle attendait son mari à l'aéroport et puis soudain, on lui a montré une feuille de papier et bim, accusée d'espionnage, d'atteinte à la sécurité nationale et de propagande contre le régime. Accusation qu'elle dit loufoque et il faut savoir qu'elle les a toujours rejetées. On lui reproche surtout le contenu de son livre, La Révolution sous le voile, qui, on l'imagine, n'a pas plu au régime. Pendant 4 ans, elle va être retenue à la prison d'Ivin, tristement célèbre, où sont retenus pour la plupart les prisonniers politiques, là où est emprisonnée actuellement la lauréate du prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi. Alors cette prison est devenue symbole de la répression, particulièrement contre les femmes iraniennes, surtout la section 209 qu'on appelle l'université. Tant elle abrite d'intellectuels, elle contient des cellules d'isolement qui ne mesurent pas plus d'1 mètre sur 1,80 m. Farida Adelka était l'invitée de France Culture ce matin et elle raconte avec beaucoup de pudeur son enfermement. J'étais dans des cellules seules la majorité du temps et d'interdiction de lecture pendant plus de 4 mois. Et puis, des interrogatoires. Effectivement, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc, vous vous battez avec les 4-5 personnes que vous avez devant vous pour les convaincre. Oui, moi, j'étais quelquefois très violent. Je passais du temps à crier quelquefois et puis surtout chanter. Parce que pour pouvoir essayer d'exhorter, essayer de me libérer un peu, de comprendre où je suis, me sentir un peu plus vrai. Voilà, chanter pour résister à cet enfermement, à cette cellule de 1 mètre carré. Alors à ce stade, il semble que Farida Adelka ait reçu la permission de quitter l'Iran sans aucune contrepartie. On sait que c'est une exception puisque la République islamique pratique d'habitude la diplomatie des otages, c'est-à-dire qu'elle arrête des étrangers de façon arbitraire pour les monnayer, comme monnaie d'échange. Alors en mars 2022, il faut se souvenir que l'Irano-Britannique Nazarine Zaghari Ratcliffe avait été condamnée à 6 ans de prison, qu'elle a été autorisée finalement à quitter l'Iran, mais seulement une fois que le Royaume-Uni avait réglé la dette de 470 millions d'euros, une dette qui était liée à une commande de chars non livrée qui datait à l'époque du Shah et qu'il y a un mois, il y a 5 Américains qui ont été échangés contre 6 Iraniens, mais aussi contre 6 milliards de dollars, cet argent iranien qui était gelé. Alors, rappelez aussi que 4 Français sont encore incarcérés en Iran. Parmi eux, il y a Cécile Collet, son conjoint Jacques Paris, Louis Arnaud et un dernier dont l'identité n'a jamais été précisée. Le Quai d'Orsay assure faire son possible, tout ce qui est en son possible pour libérer ce qu'il appelle des otages d'État. Pour vous, est-ce que c'est ça, l'Iran prend des otages d'État ? Oui, justement, vous avez utilisé l'expression diplomatie des otages que j'avais moi-même employée en 2019 au sujet de l'Iran. En fait, on observe que depuis 20 ans, les Iraniens se sont spécialisés dans l'arrestation de binationaux ou d'occidentaux qu'ils retiennent pour des motifs flous, espionnage, atteinte à la sécurité de l'État. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils donnent, en l'occurrence, les Iraniens donnent un vernis, si vous voulez, de juridique à cela. Ça veut dire qu'ils les arrêtent, ils les font passer devant un juge, il y a un jugement expéditif, ils sont emprisonnés, donc ce qui est un peu différent par rapport à ce qu'on connaît avec les otages. Mais il reste que... Comme les Russes, un peu. Exactement comme les Russes. Tout à fait. Simplement, il reste quelque chose qui est crucial en ce qui concerne les otages, c'est que, en vérité, ces arrestations obéissent à une notion de chantage, puisque, en fait, les personnes libérées ne sont pas libérées à la fin de leur peine, comme vous pourrez l'imaginer pour un prisonnier, ils sont libérés à l'issue d'une négociation, ce qui prouve bien, en fait, qu'on est dans le domaine du chantage et donc de la prise d'otage. Et souvent, les conditions sont très clairement affichées, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, elle pourrait être libérée si vous relâchez tel prisonnier dit politique en France. Je me souviens d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien qui disait que la France n'était pas assez coopérative pour obtenir la libération, etc. Ce qu'on ne dit jamais. Qui disait ça ? Un des porte-paroles du ministère des Affaires étrangères iranien. Ce qu'on ne dit jamais quand on parle d'un prisonnier. C'est-à-dire que là, on parle bien d'un otage parce qu'évidemment, sous la notion de coopération, il y avait l'idée de négociation. Pourquoi elle a été libérée, Fariba, pardon. Pour le coup, j'ai pas l'information précise. Elle peut être libérée parce qu'on a eu simplement des pressions diplomatiques, des discussions avec les Iraniens et qu'on a fini par obtenir sa libération. Par le passé, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu des dégels d'avoir dans le cas des Américains ou des Britanniques, ou alors des libérations d'autres prisonniers iraniens qui étaient détenus, par exemple, aux États-Unis ou en Belgique, pour faire revenir des otages occidentaux. Souvent,
nous, citoyens français, la libération des otages, on en prend conscience, ou le fait qu'ils avaient été emprisonnés, incarcérés, lorsque sur le tarmac d'un aéroport, on voit le président de la République qui accueille justement ceux ou ces otages libérés. Vous devrez voir des images, que ce soit celle de François Hollande par exemple, Nicolas Sarkozy ou encore Emmanuel Macron dernièrement. Quel signal ça envoie, le fait que le chef de l'État soit en bas à la descente de l'avion, accueille ces otages? Beaucoup disent, voilà, c'est la récupération politique, vous le racontez aussi dans votre ouvrage, mais j'allais dire, le chef de l'État est obligé d'en passer par là, il ne peut pas faire peut-être autrement. Moi, je suis assez critique, effectivement, sur cette pratique. Autant je peux comprendre que des comités de soutien se mobilisent et qu'on essaye de médiatiser une prise d'otage pour pouvoir pousser le pouvoir exécutif à s'engager. C'est le jeu des familles, le jeu des proches, je le comprends parfaitement. Maintenant, une fois que la libération est obtenue, l'idée que le président de la République va attendre un otage sur le tarmac d'un aéroport me semble être une mauvaise idée, puisqu'en fait ça renvoie l'idée qu'en fait en prenant un otage, vous prenez un État en otage, et qu'en fait en prenant un otage, vous pouvez directement discuter avec le président de la République ou le contraindre. Et moi je pense qu'il faut casser cette logique-là. En tout cas, je pense que la discrétion est la meilleure chose à faire au moment où on ramène des otages sur le territoire, même si je comprends la volonté de vouloir faire union, de vouloir montrer de la cohésion, mais je pense qu'elle envoie un message qui est assez négatif en vérité aux ravisseurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a deux façons de gérer les otages. Ce que vous appelez l'approche solidaire dans votre livre, c'est quand on négocie, ou l'approche sacrificielle quand on négocie pas du tout. C'est le cas des États-Unis et de la Grande-Bretagne. On se souvient que le journaliste américain James Foley, qui a fini par être assassiné devant les caméras, d'ailleurs en Syrie, son entourage avait été explicitement interdit par les autorités américaines de négocier en leur nom propre, sous peine d'être poursuivis pour financement du terrorisme. Ça va loin quand même. Oui, c'était le colonel Mark Mitchell, donc, qui est un colonel de l'armée américaine, qui effectivement dans une discussion leur avait dit qu'il pouvait être passible de poursuite. Et donc ça, c'est effectivement l'approche américaine qui est très très dure. Encore une fois, quand on parle de groupe terroriste et quand on parle de rançon, c'est pour ça que je faisais la précision tout à l'heure. C'est une position qui est très difficile. Les Américains sont revenus dessus ensuite, après l'exécution de James Foley, justement, par une policy review de Barack Obama, qui a dit que finalement les familles ne seraient plus poursuivies. Et moi, je pense qu'effectivement, d'un point de vue philosophique, c'est très critiquable. Autant je peux comprendre que l'État veuille être en retrait des négociations pour un certain nombre de raisons, et notamment parce que les ravisseurs demandent généralement plus d'argent, et plus que de l'argent, quand ils ont un État face à eux. Autant il me semble qu'empêcher une mère de famille ou des proches de pouvoir recueillir de l'argent pour secourir l'un de leurs proches, c'est une atteinte à une liberté fondamentale. Et ça s'est fini de manière tragique et très traumatisante. En plus. Oui, et d'ailleurs, sa mère a ensuite mis en place un comité pour justement de soutien aux otages. Mais on voit bien qu'en fait, il y a des espèces de règles qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas vraiment des lois. Par exemple, en Israël, il y a ce qu'on appelle la procédure Hannibal. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et est-ce qu'elle est encore actualisée? On sait que la dernière fois, c'était contre le convoi du soldat Hadar Goldin. Alors, la procédure Hannibal, c'est une procédure qui n'a jamais été rendue publique par l'armée israélienne, qui daterait de 1986 et qui a été en fait mise en avant par un travail journalistique en 2003. Ce qu'elle dit en substance, c'est que quand vous avez un soldat, je précise un soldat parce que normalement, ça ne concerne que les soldats et non pas les civils. Quand vous avez un soldat qui est pris par exemple, le Hamas ou le Hezbollah, l'armée israélienne pourrait bombarder son convoi. Alors à partir de là, le sacrifier. Alors justement, il y a deux interprétations. Il y a l'interprétation, disons, plus restrictive de l'usage de la force qui dit que ce bombardement d'un convoi viserait simplement à créer un chaos qui permettrait à l'otage de fuir ou d'être sauvé par l'armée israélienne. Et vous avez une interprétation plus extensive de l'usage de la force qui dit que, en fait, ce bombardement pourrait aller jusqu'à tuer l'otage parce que finalement, il serait plus facile de négocier un corps, puisque les Israéliens négocient aussi un corps, ou de ne plus négocier du tout, puisque l'otage serait mort. Alors, comment décider entre ces deux acceptions? Il est possible qu'elles aient chacun eu une actualité. Maintenant, la dernière utilisation en date, dans le cas d'Hadar Goldin, aurait conduit à la mort de 100 à 150 Palestiniens. Et donc, on a du mal à imaginer, avec un tel déluge de feu, que la visite de l'otage aurait pu être la priorité principale de l'armée israélienne. Alors ensuite, pour répondre à votre dernière question, est-ce qu'elle est encore d'actualité? Les Israéliens ont dit depuis 2016 qu'elle n'était plus d'actualité. Maintenant, comme ils n'ont jamais admis ces procédures, c'est quand même compliqué, si vous voulez, de nier qu'on ne fait plus quelque chose qu'on n'a jamais admis. Donc il y a quand même un doute, selon moi, encore.